Bienvenue dans le grand dossier, nous sommes ensemble jusqu'à 18h. Les socialistes maintiennent la pression sur le gouvernement après le rejet de la taxe Zuckman sur les ultra-riches. Le Premier ministre leur a fait deux promesses, un dégel des pensions de retraite et un dégel des minima sociaux. Et puis vous allez le voir, un nouvel impôt a été voté hier. Certains le présentent comme un impôt sur la fortune déguisé. Impôt, taxe, la France est-elle malade de sa fiscalité? C'est parti. Et on commence avec cette séquence, c'était hier soir dans l'hémicycle. Monsieur Bompard, pour un rappel au règlement. Merci Madame la Présidente. Sur la base de l'article 100, sur la bonne tenue des débats, je suis stupéfait du vote qui vient d'avoir lieu. C'est-à-dire qu'il y a une alliance entre le Parti Socialiste et le Rassemblement National pour exonérer d'impôts sur la fortune immobilière le château de Madame Le Pen. Voilà ce qui vient de se passer aujourd'hui dans cet hémicycle. Voilà, on va bien sûr revenir sur cette séquence marquante, mais je salue d'abord mes invités. Bonsoir Sylvie Pierre Brossolette, merci d'être avec nous. Éditorialiste politique au Point, à vos côtés Damien Fleureau. Bonjour Damien. Bonjour. Chef adjoint du service politique TF1. À vos côtés, Monsieur Marchand, Stéphane Marchand, merci d'être avec nous également, directeur de la rédaction du magazine Pour l'Écho. Benjamin Morel est avec nous. Bonjour Benjamin, docteur en sciences politiques. Vous êtes maître de conférences en droit public à Paris 2 et Stéphane Manigold. Bonjour Stéphane. Bonjour. Président du groupe Éclore et président de région de l'UMI Grand Paris. Je suis en tant que patron. Eh ben oui, tout à fait, voilà. Tout à fait. On va faire simple, ce sera plus court, c'est plus facile. Dans un instant, on va revenir donc dans cette séquence et vous expliquer bien sûr les contours de ce nouvel impôt. Mais d'abord, pourquoi Manuel Bompard dit ce nouvel impôt, c'est pour que Marine Le Pen ne paye pas d'impôt sur son château? L'idée, j'imagine, je ne suis pas un journaliste politique, mais l'idée, semble-t-il, est de semer le désarroi chez les supporters du PS et leur montrer que le PS... Mais ça dit quelque chose du contenu de cet impôt, non? Enfin, c'est de ce point de vue-là, c'est votre regard d'économiste que je cherche. Écoutez, il s'agit de prendre aux ultra-riches sans prendre aux ultra-riches. Donc cet impôt, c'est l'impôt c'est l'impôt que le gouvernement ne souhaite pas redonner. Oui. Pardon, allez-y. C'est parce que ça permet de défalquer 1 million de ces biens immobiliers, où qu'il soit le bien principal, enfin le domicile principal ou secondaire ou ailleurs. Donc ça permet de défalquer éventuellement le château de Marine Le Pen. De Marine Le Pen. Voilà. En fait, ce nouvel impôt est une sorte d'IFI un peu remodelé, plutôt sur l'immobilier, mais qui s'est ouvert, et c'est un des gros problèmes, parce que ça s'est ouvert sur une certaine épargne liquide, que ce soit en fonds euros, dans les assurances vie ou non, et sur certains biens comme ça, liquides, de trésorerie. Ça ne touche pas les actions. Mais il y a beaucoup de personnes en France qui ont leur épargne en fonds euros, c'est de l'épargne sûre. Ça va absolument bouleverser, à mon avis, beaucoup de têtes dans le monde de la finance, et je ne suis pas sûr que cet amendement finissent par rester, comme d'ailleurs le reste du budget. Mais enfin, c'est quelque chose qui est arrivé par surprise et qui a donné lieu à des postures. Alors, posture, évidemment, de M. Bompard, qui explique que le PS vote avec le RN, que c'est horrible, que c'est immoral, que c'est abominable. Le RN qui montre qu'il n'est pas justement le parti que des milliardaires et pas des prolétaires, comme lui reproche le PS. Donc là, il fait quelque chose contre les plus riches. Posture du Parti Socialiste qui dit « j'ai ma victoire ». C'était un jour de défaite pour eux. Ils n'avaient pas eu Zuckman 1 ni Zuckman 2. Donc enfin, ils se raccrochent à cet IFI remodelé en disant c'est le retour de l'ISF, on aura au moins obtenu ça et on a voté pour ça. Donc tout ça, c'est des faux semblants, surtout qu'à l'arrivée, il n'y aura plus rien à mon avis. Damien, d'ailleurs, ce qui est un peu savoureux dans cette séquence, c'est qu'on voit Gabriel Attal applaudir Manuel Bompard. C'est vrai qu'il y a des alliances baroques en ce moment. C'est vrai que le retour du parlementarisme nous en fait voir de nouvelles chaque jour avec ces alliances, certains disent baroques,
inattendue. Et c'est vrai qu'on avait eu par le passé des députés qui se cachaient derrière des rideaux pour ensuite venir voter. Là, on a des postures ou des alliances de circonstances pour faire passer tel ou tel amendement. Donc là, bien entendu, Manuel Bompard appuie là où ça fait mal. À la fois, il veut renvoyer Marine Le Pen à son statut d'héritière et avec ce château de Montretout. Et par ailleurs, effectivement, il souligne une alliance de circonstances. LFI estimant que ce nouvel impôt, cet impôt remodelé, ne va pas assez loin, voire même est contre-productif. Il a à nouveau tweeté cet après-midi pour dire que dans cette nouvelle version, finalement, les très riches vont s'en tirer à bon compte, en gros. Donc c'est très loin d'être une victoire, comme le disent les socialistes. Alors, que sait-on pour l'instant de ce nouvel impôt? Parce qu'il y a encore des zones d'ombre sur ce que ça comprend exactement. Oui, on va faire le point avec Emma Barrier. Regardez ce reportage. Dernier rebondissement dans les débats sur le budget. 163 contre 150. L'Assemblée a adopté la création d'un impôt sur la fortune dite improductive. À l'origine de cet amendement, le groupe Modem. C'est un amendement qui vise à rééquilibrer, voilà, mais qui ne doit pas bloquer l'économie. L'idée, c'est vraiment de taxer la fortune non productive. Et c'est vraiment écarter tout ce qui est action, participation dans des sociétés et autres. Parmi les biens non productifs figurent par exemple les bijoux, les chevaux de course ou encore les yachts. Le texte a été adopté grâce à une alliance inattendue entre le Modem, le groupe Lyot, mais aussi le RN et le PS. C'est une taxation qui est intelligente et qui est au service de la justice fiscale. Les socialistes se félicitent d'avoir permis ce soir le rétablissement de l'impôt sur la fortune. Du côté du socle commun, les députés dénoncent cette association. Qu'on ne se trompe pas, ce n'est pas l'ISF qui a été revoté et remis en place dans cet hémicycle, sinon vous le savez très bien, la France insoumise l'aurait voté. Ce qui a été mis en place, c'est la volonté du Rassemblement national, une taxe inventée par Marine Le Pen elle-même. Un peu plus tôt dans l'hémicycle, le Premier ministre niait l'existence d'un impôt miracle après que les parlementaires ont largement rejeté la taxe Zuckman. Votre réaction face à ce nouvel impôt qui a été voté hier soir très tard? Écoutez, s'il fallait voter un impôt sur tout ce qui est improductif, je crois que l'Assemblée nationale serait frappée d'impôts colossaux. Et là, en fait, c'est quoi? C'est le retour, au fond, d'une taxe pour ceux qui n'ont pas encore eu l'idée de quitter le pays. On va taxer, puisque vous n'avez pas voulu partir, on va vous continuer à vous taxer un peu plus. Très sérieusement, ça manque je pense, de réalisme. Taxer l'assurance vie, je rappelle que l'assurance vie, c'est quand même 1700 milliards, c'est l'argent des Français qui est placé, c'est pas improductif, ça irrigue l'économie, les entreprises, les investissements et le rendement. Et puis, c'est aussi un des placements préférés des Français. Donc, vous allez au fond taxer le placement préféré des Français pour entrer dans cette espèce de justice fiscale qui est un grand bazar et un grand fourre-tout, parce qu'en réalité, la justice fiscale, c'est d'abord de mieux dépenser pour mieux orienter. La justice fiscale, c'est d'abord d'aider, de protéger celles et ceux qui en ont besoin, et de surtout arrêter de protéger celles et ceux qui le choisissent. Vous avez aujourd'hui dans ce pays des parlementaires qui sont incapables de réaliser 2% d'économie sur 1700 milliards. C'est inquiétant. Et ils ne savent que créer de la taxe. En fait, franchement, on a un petit peu ras-le-bol de cette incapacité à se mettre autour de la table et de dire, voilà, les dépenses, à un moment, il faut s'y attaquer. 1700 milliards, si on n'est pas capable de faire 2%, franchement, il faut faire autre chose. Stéphane Marchand, on l'a écouté dans le sujet, certains députés disent c'est le retour de l'impôt sur la fortune, d'autres disent c'est pas du tout le retour de l'impôt sur la fortune. Alors, selon vous, quelle est la différence entre ce nouvel impôt et l'impôt sur la fortune ? Alors, l'impôt sur la fortune qui avait été introduit par les socialistes dans les années 80, il avait un défaut à l'époque, c'était justement de ne pas inclure les biens professionnels. Et ça avait été aujourd'hui assez attaqué. Et à chaque fois, on a essayé de remettre sur la table un impôt qui pourrait toucher quand même aux biens professionnels. Mais enfin, manifestement, une sorte de coalition de raisons qui s'oppose à ça et qui fait que les biens professionnels échappent pour le moment à cet impôt, étant entendu que la définition des biens professionnels évolue énormément
et que l'idée aujourd'hui de parler de biens productifs et de biens non productifs, enfin de richesses productives et de richesses non productives, est une sorte d'innovation visant à échapper à cette dichotomie-là. La grande différence, c'est qu'il n'y a pas les actions. Et donc, c'est une énorme différence en termes d'assiette. Alors, ça pose un gros problème pour l'assurance vie. Et je crois que ça sera balayé parce que c'est absolument impraticable. Et il y a une autre chose impraticable que même la gauche de 80 avait écartée, c'était les œuvres d'art. Réintégrer les œuvres d'art dans l'assiette d'un impôt sur la fortune, enfin, ça fait fuir tout notre marché de l'art, c'est en plus inquisitorial, et les contrôles sont impossibles. Enfin, ça n'est pas très raisonnable. Je pense que cet amendement n'avait pas été très pensé. C'est un amendement à l'origine centriste, c'est un peu un dada du député centriste qui l'a proposé. Et il y a eu un concours de circonstances qui fait que certains groupes politiques se sont jetés dessus en disant on va dire que c'est le nôtre et on va en faire notre victoire. On lui a un peu volé sa victoire, Monsieur Mattei, et donc chacun s'est approprié les lauriers de cet impôt qui, je veux dire, trouble un peu tout le monde à l'arrivée. Je ne pense pas qu'il prospérera beaucoup. C'est très très difficile de trouver effectivement un impôt, comme l'a dit d'ailleurs Sébastien Lecornu hier, qui lève 10 à 15 milliards sans que ça soit absolument destructeur et confiscatoire. Donc il y a plein de petits essais comme ça, par-ci, par-là, mais qui finissent toujours par toucher quelque chose qui déstabilise l'économie. Donc on comprend pourquoi dans la plupart des pays d'Europe, on a supprimé cet impôt sur les patrimoines. C'est compliqué et nocif. Dans un instant, d'ailleurs, on écoutera le Premier ministre, mais d'abord, votre regard à vous, Benjamin Morel, sur ce nouvel impôt, là, impôt sur la fortune improductive. Alors, je ne suis pas économiste et je suis encore moins fiscaliste, mais je rejoins tout à fait ce que disait Sylvie. Il faut comprendre que là, ce que l'on voit, c'est du théâtre. Tout le monde sait, in fine, que les budgets ne seront très probablement pas votés. Et que donc, dans ce cadre-là, vous pouvez voter des choses, vous pouvez avoir un jeu de posture, mais que l'impôt qu'on s'échine à commenter là, il ne verra très très probablement, in fine, pas le jour. Quel est le jeu ? Le jeu, en fait, il est double aujourd'hui. Pour les socialistes, eh bien, l'important, c'est déjà d'arriver à avoir une première partie du PLF qui soit votée. Cette première partie, si elle n'est pas votée, demain, ça va les mettre en porte-à-faux parce qu'ils seront probablement poussés par le reste de la gauche à déposer une motion de censure. Dans leur vision, eh bien, il ne faut pas qu'eux-mêmes soient contraints de voter ce budget. Et c'est là que ça devient très compliqué parce que si jamais ils ne le votent pas, il n'y a pas de budget voté. Et donc, pour arriver à ce que malgré tout il y ait un vote, il faut qu'ils s'abstiennent, mais également les écologistes et les communistes. Pour que les écologistes et les communistes s'abstiennent, vous n'avez pas besoin seulement d'avoir la suspension de la réforme des retraites. Il faut y aller à fond, il faut les taxes Zuckman, etc. Et donc, par définition, il faut muscler et faire monter les enchères. Le deuxième enjeu, c'est que si cette première partie qui concerne les recettes, autrement dit les impôts, c'est pour ça qu'on parle d'impôts depuis plusieurs semaines, tout bêtement parce que pour l'instant, on discute des impôts. Ensuite, on discutera des dépenses, mais plus tard. Première partie impôts, deuxième partie dépenses. Si vous voulez ne pas trop tailler sec dans les dépenses demain, il faut que vous ayez des ressources en face. Et donc vos ressources conditionneront, si elles sont élevées, le fait de ne pas trop tailler par la suite. Or, évidemment, si vous taillez sec, ensuite, c'est complètement invotable et c'est également impossible pour les socialistes de s'abstenir sur la deuxième partie. Donc c'est un jeu de posture, c'est un jeu politique. Tout le monde sait très bien que ce budget, a priori, n'atterrira pas, que de toute façon, ensuite, il y aura le Sénat qui taillera dans tout ce qui aura été fait. Mais malgré tout, il faut donner le sentiment que là-dessus, les acteurs croient dans la pièce. Damien. Oui, moi je nuancerai un tout petit peu, Benjamin, parce que dire de la posture à l'Assemblée nationale, c'est un jeu de dupes, on sait très bien qu'in fine, le budget ne sera pas voté. Dans ces cas-là, on ne fait pas de débat, on ne fait pas d'examen en commission, on ne fait pas d'examen en séance. Mais bien sûr que malgré tout, ça permet un débat sur... Mais bien sûr, le débat est important, Damien, mais soyons clairs d'un point de vue arithmétique. Soit il y a tous les macronistes, mais tous, c'est-à-dire que ceux qui ont aquaponné ce jour-là, ils comptent pas. Je suis d'accord, arithmétiquement. Les LR votent également, les socialistes votent également, ils ont dit qu'ils voteraient pas. Donc la seule hypothèse, c'est que tous les LR, tous les macronistes votent et que tous les communistes, tous les écolos, tous les socialistes s'abstiennent. Cette hypothèse-là, arithmétiquement, je suis d'accord, elle n'existe pas. Mais malgré tout, ça permet, et on en a la preuve ici, d'avoir un débat de société sur ce qu'est un impôt productif, non productif. Je pense que cette notion, on ne l'avait pas forcément l'année dernière ou il y a 2 ans. Est-ce qu'effectivement, l'épargne, le niveau d'épargne, on disait il y a quelques années, les Français épargnent trop. Est-ce qu'on peut poser la question du niveau d'épargne ? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est important d'épargner, de favoriser l'épargne, ou au contraire, de contraindre un peu l'épargne
pour permettre de redistribuer des revenus dans la croissance, dans l'activité. Enfin, et donc ensuite, effectivement, il y aura peut-être un 49.3 comme l'année dernière. Mais ce qu'on a, c'est une pré-campagne présidentielle. On a les prémices et les grands... Écoutez, on a tous les thèmes. On voit très bien ce que les socialistes vont employer comme thème. Nous, on ne défend pas les milliardaires, on défend les prolétaires. Ça, c'est déjà parti comme ça. C'est un beau slogan. Voilà, c'est parti comme ça. Ils ont accroché le grelot de la justice fiscale, la justice sociale. C'est pour ça que c'est important pour eux d'avoir à se battre comme des lions alors qu'ils savent qu'ils ne vont pas voter la censure. Mais il faut absolument, et plus ils savent qu'ils ne vont pas voter la censure, plus il faut avoir donné l'impression de se battre comme des lions. Et donc ça, c'est important, non seulement pour éviter la censure à Sébastien Lecornu, parce que personne ne veut qu'il n'y ait pas de budget à la France et qu'on aille vers la dissolution, finalement. Et donc, il faut quand même montrer qu'on s'est battu. Et c'est pour ça qu'on a ces gesticulations. Mais c'est un peu pour de faux quand même. Alors, ça n'est pas que de la gesticulation. Il y a des raisonnements intéressants, mais on voit ce qui va se passer. C'est qu'on gagne du temps, Dans 15 jours, comme l'a exactement expliqué Benjamin Morel, on ne pourra plus dissoudre. Donc, dans 10 jours, ça sera fini. Et on va aller jusqu'au bout pour un budget qui ne sera pas voté. Entre-temps, on aura montré les dents et on ne laissera pas, pour le PS, le monopole de la gauche à LFI, de même que Marine Le Pen voudra engranger quelques victoires symboliques, elle en engrange tous les jours. Tout ça, quand même, cette gesticulation et ces postures finit par nourrir le Rassemblement national. Parce que si à la fin, effectivement, il y a les ordonnances et un peu un jeu de dupes, elle dira « je vous l'avais bien dit ». Stéphane. J'entends l'idée de considérer qu'en fait, on va mettre ce qu'est un impôt productif de ce que n'est pas un impôt improductif. Mais quand on parle d'assurance vie et qu'on le met dans la catégorie de l'impôt improductif, c'est méconnaître ce qu'est une assurance vie, c'est méconnaître l'usage de l'assurance vie dans ce pays. Je vais donner quelques chiffres, les derniers les derniers qui sont disponibles, c'est fin décembre, c'est 2600 milliards investis. C'est pas toute l'assurance vie. Hein. Non, mais attends, ça c'est les assurances, la totalité des placements en assurance vie. Sur ces placements, il y a 812 milliards qui servent aux entreprises du CAC 40, mais également irriguer toutes les entreprises françaises du pays. Il y a des investissements, sur la dette publique. Et a priori, on a du mal à financer la dette publique. Et on va dire à ceux qui investissent en assurance vie, donc à ce qui est nécessaire et indispensable au pays, c'est-à-dire les entreprises, et avoir de la dette publique qui est consolidée par de l'assurance vie, plutôt que d'inciter ce mécanisme auprès des Français, on va le taxer. Et enfin, il y a des investissements immobiliers pour 250 milliards. Donc en fait, on a une inculture de l'économie et de ce qu'est la vie réelle dans ce pays par ces improductifs, de parlementaires. Moi, je suis effaré par le manque de culture. Vous avez raison, mais très rapidement, si on ne parle pas de ces sujets-là, si on ne demande pas à des économistes, à des députés en commission, à Bercy, de plancher au moment où on parle du budget, quand est-ce qu'on en parle ? Vous regrettez qu'il y ait une sous-éducation économique et budgétaire en France, mais parlons-en dans ces moments-là, quand on examine le budget, quand il y a des propositions. Mais ceux qui disent est faux. Quand toute la machine étatique paye moins d'impôts que les pauvres, toute la machine étatique balance des fake news. C'est quand même flippant que ce soit de Bercy au Parlement, on puisse à ce point considérer que l'assurance vie est un outil improductif au pays. On va avancer les amis, mais on voit que ça crée beaucoup de débats, ce sujet-là. On va écouter Olivier Faure, puisque le Parti Socialiste, pendant ce temps, maintient la pression sur le gouvernement. On l'écoute, c'était hier soir. Si la copie était maintenue telle qu'elle est aujourd'hui, je le dis solennellement, il n'y aura pas de vote positif et il y aura même un vote contre des socialistes et donc ce budget ne pourra pas passer. Il ne s'agit pas là d'un chantage, il s'agit simplement là du respect nécessaire des Françaises et des Français. Il est urgent que les Français soient entendus. Damien, est-ce que la menace de censure vis-à-vis du gouvernement reste intacte ou est-ce qu'elle s'est un peu éloignée hier ? Alors là, je vais faire plaisir à Benjamin. On est un peu dans un jeu de dupes de la part du Parti Socialiste qui, jour après jour, brandit cette menace de la censure. Effectivement, alors, ils n'ont jamais dit qu'ils voteraient le budget s'il n'y avait que la suspension de la réforme des retraites. Mais on sent bien qu'effectivement, il y a une pression du camp socialiste pour, au final, essayer d'avoir un rapport de force le plus favorable possible
Après, est-ce qu'ils voteront, est-ce qu'ils ne voteront pas, est-ce qu'il y aura même un vote ou pas de vote? Ça, c'est encore trop tôt pour eux. Vous avez remarqué hier dans sa déclaration, il n'a plus dit le mot censure. Il n'y avait pas le mot censure. Il est coincé, il peut pas le faire. Non, mais c'est une évidence qu'il veut continuer. Vous savez, c'était comme pour le gouvernement Bayrou. Une fois qu'ils avaient dit qu'il lui donnait sa chance, François Bayrou disait en privé, quand on a sauté en parachute, une fois que le parachute s'est ouvert, on ne peut pas remonter dans l'avion. Là, ils ont décidé de jouer le jeu du compromis, de faire cette tactique-là, d'avoir cette stature-là, de parti soi-disant de gouvernement, parce qu'en même temps, ils défendent des choses indéfendables. La taxe Zuckman. Quand on est social-démocrate et parti de gouvernement, alors qu'aucun autre pays ne l'applique, même quand ils sont sociaux-démocrates, c'est un peu étonnant. Mais enfin, ils veulent cette posture de gauche responsable qui arrache des victoires, plutôt que la gauche irresponsable des LFI qui reste à la maison et qui attend le grand soir, qui n'arrive jamais. Bon, mais avec cette posture, effectivement, comme dit Damien, de jour en jour, ils disent attention, je vais faire un malheur, mais finalement, ils ne le font jamais. Et puis, on avance peu à peu et on va arriver au bout d'un budget qui, sans doute, comme on le croit, la plupart d'entre nous, ne sera jamais voté. Et donc, il y aura ou des ordonnances ou une loi spéciale pour passer le cap. Et puis après, ça sera trop tard pour dissoudre, en tout cas. Donc, on aura passé le moment du drame. Mais il faut passer ces quelques jours jusqu'à la limite. Et en attendant, ils montent le ton, mais de moins en moins. Hein. Le ton d'il y a 8 jours était beaucoup plus dramatique. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Alors après, il y a quand même un petit risque, parce que comme ça a été ce qui s'est passé, en fait, à partir de la mi-novembre, on ne peut plus vraiment dissoudre. Et donc, à partir de là, eh bien, le pistolet dont Olivier Faure, aujourd'hui, se fait fort d'expliquer qu'il l'a dans les mains, il ne l'aura plus vraiment. Parce que si vous faites tomber Sébastien Lecornu, mais que vous ne pouvez pas dissoudre, au fond, il se passe quoi, surtout en plein examen budgétaire? Donc là, c'est la dernière fenêtre où les socialistes sont dans une position avec un vrai rapport de force. Et si jamais on va, in fine, vers les ordonnances, on ne va pas rentrer dans un cours de droit constitutionnel sur ce que sont les ordonnances, mais ça voudrait dire qu'on appliquerait par voie d'ordonnance, sans qu'il n'y ait aucun vote du Parlement, le budget originel, celui qui a été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale. En bref, le budget Bayrou. Et donc ça, évidemment, qu'est-ce qui se passerait dès le lendemain? Les retraites sont intégrées grâce à vous, Benjamin exactement. Morel. Merci beaucoup. Grâce à la lettre rectificative. Exactement. Mais malgré tout, si jamais vous avez sur ce sujet-là une application par voie d'ordonnance, que diront les Insoumis? Ils diront, regardez, les socialistes sont comptables de ça. Regardez, les socialistes, en ne votant pas la censure, ont permis un budget d'austérité. Et ça, évidemment, ça risque d'être très coûteux politiquement. Donc on n'est pas à l'abri d'un parti socialiste qui, dans les 15 prochains jours, panique et qui, paniquant, vote une motion de censure qui sera probablement bientôt déposée par les Insoumis.